Comment la Cenco pense organiser un fichier de l'audit électoral et avec quelle expertise? Pense-t-elle encore pouvoir être actrice de transparence du processus électoral? Face à face spécial, je reçois ce lundi 28 août après le journal de 19h, Monseigneur Donatien Cholet, chapelat de sa sainteté, secrétaire général et porte-parole de la Cenco, conférence épiscopale nationale du Congo. Comment la CENI pense-t-elle organiser un audit du fichier électoral, nous parle élection, et avec quelle expertise? Comment pense-t-elle pouvoir être actrice de transparence du pouvoir électoral? Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général et porte-parole de la Cenco, la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est une question directe que l'on pose à vous aujourd'hui. L'actualité récente est à votre demande à la CENI, vous de la Cenco mais aussi le CC, d'un audit citoyen du fichier électoral. Comment définissez-vous cet audit du fichier électoral et pourquoi cet appel, on va dire, seulement maintenant? Voilà, nous sommes, et c'est bon de commencer par là, une mission d'observation électorale citoyenne mise en place par des confessions religieuses. Comme citoyens, la Constitution nous donne droit à les informations nécessaires pour l'avancement du pays. Comme mission d'observation, la loi électorale en son article 44 nous donne la latitude, bien sûr avec l'autorisation de la CENI, d'être présente partout où il y a les opérations électorales. Comme confession religieuse, nous sommes préoccupés par la stabilité du pays, par la paix dans le pays. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il faut comprendre la proposition de la Cenco par rapport au fichier électoral. La paix dans ces pays dépend pour beaucoup de l'apaisement des élections que nous attendons. Et le caractère apaisé ou la paix post-électorale dépend de la réception des résultats. Celle-ci dépend de la confiance que la population a vis-à-vis du processus électoral, de la perception qui n'est pas nécessairement la vérité. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le travail qui se fait à la CENI est mal perçu. Vous êtes journaliste, vous voyez, ces derniers temps, il y a de photos, on parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Il y a une enquête, je crois, de la structure Ebouteli qui a révélé que 25% seulement des enrôlés ont l'intention d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance au processus électoral. Sur le plan politique, vous savez comme moi que des acteurs politiques non de moindre sont en train de contester le fichier électoral, et dans ces conditions, si on va aux élections, même si la CENI proclamait les résultats qui sont vrais, mais avec cette perception, on risque de contester, donc celui ou ceux qui seront proclamés risqueront de souffrir de manque de légitimité dû par la mauvaise perception du travail de la CENI. Et c'est là où nous voulons contribuer pour accompagner la CENI, pour aider la CENI à améliorer la perception. Alors, ce que nous proposons est simple. La CENI a fait un audit qu'il appelle audit extérieur, mais pour nous, il s'agit de la prolongation de l'audit interne de la CENI pour valider le travail de la CENI. Alors, nous voulons, on peut appeler ça audit, mais ce que nous voulons est vraiment simple. La CENI a fait son travail. Nous voulons, comme observateurs, aller auprès de la CENI. Vous avez fait un travail, vous avez un fichier là, d'accord? Nous voulons faire deux démarches ensemble avec vous. Nous ne demandons pas à la CENI de nous donner son fichier pour aller faire n'importe quoi avec. Nous venons avec une proposition d'un logiciel qui ne servira qu'à une sélection d'un échantillon de façon automatique. Et aléatoire. Et aléatoire. Alors, avec la CENI. Là-dedans, dans ces fichiers, on aura les noms des les enrôlés, leurs adresses. On ira simplement, c'est le travail de l'observateur. Nous allons, voilà, dans l'échantillon reçu à la CENI, il y a tel habite ici, a été enrôlé. On va vérifier. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous allons dans la rue. Nous prenons les électeurs qui ont des cartes
d'électeurs. Nous les enregistrons. Nous revenons à la CENI. Ça se fera toujours avec la CENI. Voilà. Ceux-ci affirment avoir été enrôlés. Voilà le numéro de leur carte. Est-ce que nous pouvons vérifier s'ils se trouvent réellement dans le fichier? Donc, ce n'est même pas un grand audit qui devrait... Alors, c'est juste ça la proposition. On n'a pas compris que c'est soulever les agitations qui commencent à rendre suspect. Non, mais là, on parlait d'un audit et vous critiquiez l'audit. Aujourd'hui, vous parlez de perception. Récemment, l'Union européenne, enfin, l'ancien délégué, M. Jean-Marc Chataignier, a félicité le travail de la CENI. Alors, moi, je voudrais savoir, vous, au-delà de... puisque vous avez cité notamment une partie de la population, mais la population est souvent peut-être dépendante des propos des politiques. Vous avez cité certains politiques qui s'y opposent. Vous, de l'Église catholique, quelle est votre perception à vous du travail de cette CENI à la date d'aujourd'hui? Bon, je crois que... depuis que nous avons commencé l'observation, on a eu des rapports mi-parcours. Et dans chaque rapport, on commençait d'abord par dire les forces de la CENI, pour lesquelles nous félicitons la CENI, et nous disions aussi les faiblesses et nous faisons des recommandations. C'est ça notre modus operandi. Alors, pour revenir à votre question, déjà dans les rapports qu'on a fait la fois passée, il y a eu quelques préoccupations à soulever. La CENI elle-même nous avait dit que 65% des matériels ont été, des fichiers, de flash disques, ont été transférés manuellement. Ce qui est quelque chose de ne pas facile. Deux, par rapport à... Nous avons dénoncé le fait qu'on a trouvé les machines à voter dans les endroits où on ne devrait pas les trouver, ce qui fait suspecter les enrôlements officieux. Trois, il y a eu des personnes non habilitées qui avaient les machines, même les formulaires de la CENI et tout. Alors, n'oubliez pas que nous sommes aussi en contact avec certains agents qui travaillent à la CENI depuis des années, qui nous racontent qu'ils continuent encore à... Qui se plaignent. Qui se plaignent et qui disent qu'ils continuent encore à nettoyer. Mais aussi, pour finir, le fichier est toujours dynamique. Toujours dynamique. Donc, le fichier d'hier n'est pas le fichier d'aujourd'hui. Et surtout qu'on n'a pas encore enrôlé une partie à l'est, une partie à l'ouest. Et tout ça, ça sera un autre fichier. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait poser problème. Mais vous ne m'avez pas répondu. Comment est-ce que vous... Je vous ai parlé de l'Union européenne qui est on parle de 16 millions d'euros du côté de l'Union européenne, de financement de ce processus, donné à la CENI et notamment aussi à vous, membres du clergé, qui félicite la CENI. Vous dites quoi? Comment est-ce que vous jugez? Là, vous m'avez dit ce que vous avez relevé de ce qu'on dit de ce processus. Mais vous, Cinco, à la date d'aujourd'hui, que pensez-vous de ce processus? Écoute, je vous dis les trois dimensions de ce que nous sommes et qui nous empêchent de faire des jugements sans vérifier. Comme vous parlez de la perception, moi, personnellement, je commence à avoir les doutes simplement à partir surtout des doutes renforcés avec le refus de la CENI de nous proposer. C'est comme nous sommes ici avec vos collaborateurs, il y a un téléphone, vous avez un sac, il y a un téléphone qui disparaît, on suspecte que vous avez mis ça dans votre sac. Je refuse de l'ouvrir. Vous refusez de l'ouvrir, vous appelez votre voisin de l'école qui est au PJ quelque part, il dit viens vérifier dans mon sac, est-ce qu'il y a un téléphone ici? L'officier vient, je fais allusion à l'audit externe, il dit non, il n'y a pas de téléphone. Non, on dit non, mais c'est pas normal, celui que vous avez appelé c'est votre voisin d'école. Laissez-nous regarder simplement si même si je n'ai pas qualité d'être officier, la sagesse vous recommanderait s'il n'y a pas de téléphone. Ben, voilà, je vous dis qu'il n'y a pas de téléphone, regardez vous-même. Mais quand vous refusez, alors ça renforce le doute. Mais la sagesse, c'est aussi au-delà de la qualité, de l'expertise que l'on pourrait, dont on pourrait douter dans le chef de ceux qui veulent ce nouveau fichier. Ce serait aussi dans le chef de la CENI ou de certains... qui veulent que la perception soit meilleure, de voir que si remise en question ou demande de remise en question d'un fichier aujourd'hui intervient, c'est juste pour que élection au 30 décembre, il n'y ait pas.
Ce qui ne serait possible, vrai, que si on se rend compte que c'est un fichier corrompu. Est-ce que c'est responsable d'aller aux élections avec un fichier? Oui, mais vous vous en rendriez compte quand et au bout de combien de temps? Par de l'aléatoire et de ce logiciel que même la sous-secrétaire d'État américaine, votre proposition, n'a pas jugé à ce point efficiente? Non, qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, je ne vais pas vous dire les échanges qu'on a eus, mais je crois que l'administration américaine avait une proposition, mais évidemment, celle-là n'a pas décidé. Il a simplement fait allusion à l'expertise de AFS, et là, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne lui a pas donné la bonne information, parce que l'AFS elle-même a eu une rencontre avec la commission de justice et paix. Il dit qu'il n'a jamais fait un rapport attestant que ce fichier est crédible. Non, mais la question c'est est-ce que la démarche de la CENCO avec le CC peut changer les choses? Et apparemment, votre proposition ne semble ne pas obtenir adhésion unanime. Oui, voilà. C'est-à-dire, si les choses sont telles que la CENI dit, vous n'avez pas de téléphone dans votre sac. C'est peut-être un schéma simple, ça. Voilà, nous regardons et il n'y a pas de téléphone. Maintenant, notre témoignage va renforcer la confiance. C'est ce que nous voulons. Ah, ok. Le communiqué de la mission d'observation électorale de la CENCO de l'ECC, qui parle d'audit citoyen, a été signé, je crois, le 5 août. Alors que la loi sur la répartition des sièges avait déjà été votée au Parlement puis promulguée par le président de la République. Certains pensent que derrière votre proposition, il y a peut-être vraiment volonté de retarder le processus parce que la répartition des sièges aujourd'hui est déjà là, même si fichier il y a, même si aujourd'hui cela remettrait tout en question et on perdrait 6 mois, 1 an peut-être. Nous voulons aller aux élections qui soient crédibles, transparentes et apaisées. Et ça a un prix, ça a un coût. Alors, s'en tenir à la date pour la date, sans remplir ces conditions, ça n'a pas de sens. Aller aux élections à la date, les élections qui ne soient pas porteuses de paix, les élections qui ne soient pas crédibles, les élections qui ne soient pas transparentes, c'est le pays qui perdrait. Et puis, moi, nous avons toujours soutenu que pour des cas de force majeure, un petit retard pour améliorer ne ferait pas du mal au pays. Et encore, que cela ne peut être... aux difficultés politiques, il y a aussi des solutions politiques. Mais nous voulons simplement améliorer la perception, renforcer la confiance pour que la paix post-électorale soit garantie. Parce que si on doit aller de l'avant avec cette perception, je l'ai dit, la CENI pourra publier les résultats qui seront peut-être bonne. Le président de la République n'a pas besoin d'être élu dans le doute. Il a besoin d'être élu, il l'a dit, dans de bonnes conditions. Alors, il ne faudra pas qu'on manage les choses de façon à compromettre même sa légitimité au cas où c'est lui qui gagnerait les élections. Je crois qu'il a intérêt à ce que la perception, la confiance soit renforcée et notre proposition ne vise qu'à renforcer cette confiance. On rappelle qu'on ne parle que de perception, hein, on n'a pas encore et vous n'êtes pas vous-même, vous nous l'avez dit, en mesure de nous dire si le travail de la CENI est bon. Voilà. Mais la CENI vous accuse. Elle dit vous avoir ouvert toutes ses portes, vous êtes parmi ses observateurs permanents, mais vous avez malgré tout fait de très mauvais rapports sur cette CENI à tous les interlocuteurs internationaux, Union européenne, États-Unis, sur le processus électoral. Du coup, la CENI dit ne plus vous faire totalement confiance et son vice-président ici, dans cette émission, il répondait aux questions de Thierry Kambundi, vous accuse même d'activisme politique. Je serais plus à l'aise si c'était le président de la CENI ou le premier vice-président de la CENI ou le rapporteur de la CENI qui l'aurait dit. Malheureusement, c'est lui qui l'a dit, c'est celui qui, dans la littérature de ce processus électoral, je parle de Manara, sera mentionné comme un des problèmes. L'histoire retiendra qu'il a trahi sa famille politique. Donc, c'est quelqu'un qui pose problème. Donc, je crois qu'une parole, une condamnation de sa part n'est pas vraiment à prendre
prendre au sérieux. Là, vous entrez, alors, je reviens à votre question. Excusez-moi, mais avant d'y aller, là, vous entrez dans le jeu politique. Vous êtes en train de nous ramener au débat entre politiciens de est-ce que le FCC y est, le FCC n'y est pas. Donc là, vous avez pris le parti du FCC n'y est pas. C'était une parenthèse parce que c'est la question de qui parle aussi qui compte. OK. Alors, pour revenir à votre question, nos rapports ont été publics. Chaque fois que la MOE, Senco SCC, a fait un rapport, la première était à la CENI. Je crois 24 heures avant, la CENI a une copie. Le rapport est rendu public. On n'a jamais dit dans une mission de plaidoyer quelque chose aux partenaires qui n'est pas rendu public par la Senco et qui n'est pas reçu en avance par la CENI. Ça, une preuve contraire ne serait pas possible. Le président de la CENI qui s'était plaint, lui, à Top Congo, lui n'est pas, vous ne remettez pas sa parole en doute, que récemment, alors que la CENI vous avait donné tous les rapports, vous aviez diffusé un communiqué qui ne reprenait même pas les différents points discutés avec lui sur certains sujets dans lesquels vous continuez de les attaquer. Il a été mal renseigné simplement parce que celui a été opposé il a été mal renseigné parce que on avait, comme j'ai dit, on donne les rapports avant, la CENI a réagi la veille, pendant que le rapport était déjà fait. Séance tenante, le secrétaire de la commission justice et paix a fait allusion à certains éléments de réponse de la CENI qui n'étaient pas dans le rapport. Il a même promis qu'on va intégrer ça dans le rapport final. Donc, son scène était là, où il ne l'a pas bien communiqué, mais il y avait même des partenaires qui étaient là. Dommage si Top Congo n'était pas là ce jour-là. Mais c'était clairement dit que la CENI a réagi en retard et certains éléments étaient évoqués. Pourtant, le communiqué avait été diffusé, il ne reprenait pas les éléments de la CENI. Non, le communiqué final, on a repris. Pourquoi faire de l'audit financier, de l'audit du fichier électoral, excusez-moi, une condition alors que non seulement cet audit selon la CENI a déjà été fait, mais surtout ce n'est pas une obligation légale? Ce n'est pas une obligation légale, c'est une bonne pratique. Vous savez, pour le processus passé, je me suis retrouvé, moi, pour le compte de la Senco, en ce moment, on n'était pas ensemble avec le CC, à la cité l'OIA, avec son Excellence le ministre Vital Kamere, avec Eden Kodjo, avec Sangara, le général, pour le compte de l'EIF. On s'est retrouvé une deuxième fois à l'ambassade des États-Unis, chez l'ambassadeur des États-Unis, avec quelques partenaires, dont l'ambassadeur, toujours avec Sangara, l'opposition. C'était justement, et nous, comme mission d'observation, nous étions là. C'était pour rendre crédible, acceptable le fichier. Donc, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Je vous donne l'exemple. Quand on élaborait la loi électorale, il y avait une crise, il y avait des contestations. Qu'est-ce que le Parlement a fait? Là, c'était le professeur Mbata qui m'a invité pour le compte de la mission pour participer à la commission PAJ. Par rapport à nos revendications, c'est parce qu'il tenait compte, il a compris que la loi n'est pas pour les parlementaires, mais pour les citoyens, pour les citoyens. Est-ce que le Parlement a perdu son indépendance là-dessus? Est-ce que nous sommes interférés? Non, je crois que c'est question de sagesse plutôt. Légalement, il peut avoir raison, mais la sagesse par rapport à cet environnement n'indiquerait pas ça. Alors, je voudrais qu'on termine rapidement sur ce fichier électoral. La CENI montre le rapport, 138 pages. Est-ce que vous les avez lus? Le rapport de ces 5 experts, est-ce que vous l'avez lu? Le rapport de ces 5 experts, oui. Non, nos techniciens l'ont lu, et puis moi personnellement, je ne voulais pas m'investir là-dedans parce que c'est quelque chose à qui je n'ai pas beaucoup de crédit. Pas beaucoup de crédit, mais que vous attaquez sans en avoir pris connaissance. Nous n'attaquons même pas les contenus. Nous n'avons pas fait allusion au contenu de ce que nous n'avons pas lu. Nous, c'est par rapport au principe. Donc, le rapport peut être bon, je dis. Mais comme j'ai dit, c'est question de perception. Vous appelez votre voisin d'école OPJ pour dire qu'il n'a pas de téléphone, même s'il a des bons yeux et porte des lunettes, mais c'est quand même votre voisin. Donc il se peut que les réponses que vous vous posez soient dans ce rapport. Les réponses? Non, mais nous n'avons pas de questions à poser. Oui, il se peut que les exigences soient dans ce rapport, mais comme vous ne l'avez pas lu, vous continuez à militer pour. Il n'est même pas question d'exigence. C'est seulement question de vérifier, de voir.
vous exigez à la CENI de publier la liste des électeurs. Ça, c'est une exigence légale. Et la CENI a dit qu'elle va le faire conformément à la loi. Est-ce que ce ne serait pas sur la base de cette liste que vous devriez faire votre audit citoyen? Comme je vous dis, c'est la perception. Parce que on peut évoluer dans ce sens-là. Comme je vous ai dit, le fichier est dynamique. Je vous ai dit que selon certaines informations, on continue à nettoyer le fichier. Peut-être que la CENI est consciente de ce qui ne va pas dans son fichier. Il se donne ce temps pour améliorer. Tant mieux. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC n'ont pas décidé de quitter le processus comme certains politiciens l'ont fait. Parce que il y a d'autres étapes aussi importantes comme l'observation elle-même qui peut répondre à certaines préoccupations. Vous êtes toujours dans le processus. Martin Fayulu, lui, exige un audit sérieux du fichier par un cabinet sérieux et expérimenté avant de déposer ses listes. Vous comprenez sa position à lui? Exactement, nous comprenons comme politique. Ce sont les mêmes exigences d'ailleurs. Mais vous comprenez aussi la position d'autres opposants, Katumbi, Matata, Sesanga, qui eux ont déposé leur liste? Oui, je comprends. Vous comprenez une chose et le contraire? Non, pas le contraire, parce que même nous aussi, nous sommes dans les mêmes exigences. Nous sommes là. Moi, je me rappelle que les autres de Sesanga, par exemple, ils m'avaient appelé pour dire qu'eux lui poseraient la candidature s'il est sûr que nous allons observer ces jours-là. Donc, ça signifie qu'ils comptent sur l'observation le jour même. Avec le fichier, avec le présent fichier. Oui, ça dit, alors que le fichier, Martin Fayulu exige un autre fichier ou un fichier vérifié. Le fichier de Nanga a été traité de tous les mots. Comme je vous ai dit, la CENI peut continuer à nettoyer. Alors, le fichier, et là, c'est le conseil que je donne à Martin Fayulu. Le fichier peut être séculaire, mais s'il y a on prend des dispositions pour une bonne observation et qu'on affiche les résultats. Les évêques ont demandé aux votants de ne pas quitter le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Donc là, le défi sera dans la défense du vote de la population. Nous devons tirer les leçons des élections passées. L'élection passée, ça a été ce qu'ils ont dit. On avait les résultats, mais ce qui a manqué, c'est on n'avait pas managé. Donc, on a trop fait confiance à la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, par exemple, les évêques l'ont dit clairement dans leur message. Si les choses sont claires le jour d'observation, n'attendez pas une autre instance pour venir vous remettre dans vos droits. On le dit en fonction de l'expérience passée. Mais au niveau de l'observation, vous n'êtes pas top non plus. 17 000 bureaux de vote, c'était 500 observateurs la fois dernière. C'est infime, c'est pas suffisant. 500 qui vous a raconté Vous étiez combien? 40 000 sur 17 000 bureaux? Mais c'était uniquement... Mais tous les 17 000 bureaux n'étaient pas observés. C'est une... là, on vous emmène dans un débat scientifique, des statistiques et tout. Il y a des logiciels. C'est quelque chose qui est accepté internationalement. Denis Kadima, il avait félicité ça par rapport aux élections. Oui, par échantillonnage, on va dire. Denis Kadima a félicité le travail de la CENI la fois passée. Alors, c'est quoi? C'est dire, même si nous n'avons pas tous les résultats, mais il y a une logique statistique qui permet de connaître. Et cette fois-ci, le défi, c'est quoi? Nous voulons être présents dans tous les centres, pas dans tous les bureaux, dans tous les centres. Parce qu'on est censé afficher les résultats. Alors, dans un centre, il peut y avoir 4 bureaux. Dans les petits centres. Dans les grands centres, on aura même 2 observateurs. Donc, ils observent dans un bureau. Après, on récolte les résultats affichés. On aura tout. Vous aurez tout? On aura tout. Mais pourquoi vous n'avez pas fait les 3 scrutins précédents? Mais la fois passée, les résultats que nous avons publiés, ceux-là même qui ont combiné, ils sont passés au confessionnal. Qui a encore douté de cela? Oui, mais vous n'aviez observé que 20% du volume total. Non, on était arrivé à 40%, alors que selon cette logique-là, 10% suffirait déjà. Nous, on était, je crois, même au-delà de 60%. Parlons financement de cette observation. Pour mobiliser autant de gens, c'est quoi? C'est la foi chrétienne ou c'est aussi de l'argent? Bien sûr, c'est aussi de l'argent. C'est aussi l'engagement. Mais en tout cas, quel bailleur? Les bailleurs.
On est à la recherche de bailleurs. On parle de l'Union européenne à peu près au niveau de 3 millions, vous confirmez? Je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais que l'Union européenne est un des grands partenaires. Les États-Unis sont des grands partenaires. Les États aussi sont des partenaires. Comment s'organise cette observation? Vous, en votre sein, comment s'organise cette observation? Chaque observateur est dépêché sur place avec un fonds minimum pour pouvoir effectuer le travail qui, doit être le plus objectif, donc il doit être au-delà de tout besoin. Voilà. Et la corruption marche aussi au niveau de certains fidèles, on doit le regretter. Ouais. Une certaine expertise, comment ça se passe? C'est simple. Et d'ailleurs, nous voulons que ce soit vraiment l'observation la plus transparente. Même la CENI pourra envoyer ses observateurs pour observer. Les partenaires qui voudront venir, ils vont venir. La fois passée, les ambassadeurs sont venus dans la salle. Donc, il y a un logiciel adapté, toute une infrastructure montée, un central, un plateau avec beaucoup d'experts. Alors, chaque observateur a un formulaire de questions qu'elle doit répondre qui permettent d'élaborer le récit. C'est trop technique, mais je résume. Alors maintenant, et ce sont des résultats affichés, hein, donc on pourra encore vérifier ça par d'autres moyens. Alors, la machine travaille, donc c'est vraiment impressionnant. Quand vous êtes devant l'ordinateur, vous voyez seconde par seconde comment les résultats tombent. Donc, ce n'est pas un individu qui peut influencer quelque chose. Ce que un individu peut faire, c'est donner peut-être une mauvaise information. Et c'est d'où le sens de ma question. Ouais. De cet individu qui donnerait une mauvaise information. D'où le sens de ma question. Comment se passe l'encadrement? Tout à l'heure, j'ai dit 500 observateurs. Je parle, il s'agissait de pendant l'enrôlement. Vous n'aviez dans les 17 000 bureaux de vote que 500 observateurs. Chiffre CENI. Comment ces observateurs sont... Non. Là, c'est vraiment lors de l'enrôlement. Ah, l'enrôlement. Ah, l'enrôlement. Okay. Oui, je parle. J'ai corrigé. Mais comment ces observateurs sont... on parle de la crédibilité aussi de l'observation. Comment ces observateurs sont-ils formés? Est-ce que vous êtes sûr d'eux? Oui, les observateurs sont formés. Et le fait de donner les rapports à la CENI avant, c'est aussi une façon de donner à la CENI la latitude de contester s'il y a vraiment des éléments là, à contester. Donc, c'est la transparence à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas publier un rapport sans avoir donné avant tout la primaire à la CENI. Donc la CENI peut aussi vérifier. Monseigneur Donatien Chollet, vous êtes aujourd'hui avec l'Église protestante. Hier, vous étiez avec toutes les églises. À un moment donné, vous avez même dit dans certains de vos actes ensemble que le Saint-Esprit n'a peut-être pas été au milieu de vous, mais est-ce que de nos pères spirituels, on peut nous parler d'union d'une nation alors que nos pères spirituels sont divisés? Je ne sais pas à quel niveau vous trouvez la division, parce que j'ai quand même l'avantage d'avoir fait déjà 15 ans à la SENCO. Je n'ai jamais vu un message qui n'est pas signé par tous les évêques. Par contre, il y a des divergences dans les discussions. Non, je parle des pères de toute interreligion. Ah, vous étiez hier ensemble. Ouais. Vous avez décidé hier de faire route ensemble. Ouais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes les pères spirituels d'une nation qui se veut unie, mais vous prônez ou montrez la division. Écoutez, c'est l'aspect que j'ai regretté. J'espère que c'est l'aspect que j'ai regretté. Malheureusement, c'est la triste réalité. Et là, chacun doit assumer ses responsabilités devant Dieu et devant l'histoire. Quelle est la responsabilité de l'Église catholique? La responsabilité de l'Église catholique, elle a assumé. C'est-à-dire, quand il s'est rendu compte que ce qui se faisait au nom d'une plateforme religieuse n'avait plus rien de religieux, il s'est retiré. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour que la religion revienne au milieu de cette plateforme religieuse et que les pères spirituels montrent l'exemple à une nation qui a besoin d'union.
Non, nous sommes ensemble. On peut prier ensemble. On peut se retrouver ensemble pour organiser les actes de charité. Mais là, ce que vous appelez division, là, on n'est pas ensemble. C'est sur des questions socio-politiques. Et là, simplement parce que nous avons constaté, et je le confirme, nos frères ont des mains liées. Vous, non. Non. On dit souvent ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église. Parce qu'on ne veut pas qu'on revienne sur la foi de la maison église, parce que les acteurs sont aussi des hommes. Oui. Est-ce que l'église catholique est sans reproche? Écoute, je crois que ce n'est pas d'abord une question de foi, encore qu'on peut croire la même chose différemment. Il s'agit ici des questions sociopolitiques. Quand il était question de la mise en place du bureau Kadima, nous n'avons pas contesté son expertise. L'expertise que nous lui reconnaissons jusqu'aujourd'hui, c'était le fait que sa candidature était portée par les politiques. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas bien travailler. Voilà pourquoi que nous sommes allés rentrer chez lui pour lui dire, écoutez, ce qui s'est passé est accepté. Maintenant, le pays a intérêt que nous soyons des alliés, que nous travaillions ensemble, que nous regardions dans la même direction. Parce que je serai l'homme le plus heureux si les résultats publiés par la CENI est confirmé par notre mission d'observateur, que ce soit le président Félix ou un autre. Nous, ça sera pour moi vraiment la victoire de ce pays. Et nous voulons arriver à cela. Le peuple de ce pays voudrait aussi une grande célébration œcuménique où toutes les confessions ensemble célébreraient un grand office, où tous les chefs religieux seraient ensemble. Ça, malheureusement, on ne l'a pas. Tout à l'heure, si j'ai utilisé l'expression consacrée, ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église, c'est parce que je vous ai posé la question sur la faute de l'église catholique. Vous dites que vous n'en avez pas, les raisons ne sont que sociopolitiques. Pourtant, voilà. Récemment, lors de son voyage, le pape François a été très critique à votre égard. Alors je reviens sur les... Vous pouvez préciser, critique? Oui, il a centrer le rôle, ou fait un recadrage sur le rôle de l'homme, du prêtre, de l'abbé, de l'homme de Dieu. Oui, et ce qu'il a dit reste vrai. On a toujours évolué dans le sens là. N'oubliez pas qu'en parlant aux évêques, le pape a cité les cardinals Monsengo, Monseigneur Muziriwa, comme exemple de pasteurs qui ont donné leur vie pour le peuple. Et la Senko est toujours dans ces directions-là. C'est le même cardinal Moussengo qui était insulté comme un homme politique. Voilà, le cardinal, le Saint-Siège reconnaît son travail jusqu'au jour. Alors je repose la question. Aujourd'hui, le clergé n'a rien à se reprocher. Le clergé par rapport à sa mission prophétique, parce que nous, et je suis content, j'étais très content quand j'ai lu le discours de révérend Bokondo à l'ouverture de leur synode, et même à la fin, j'ai vu que vraiment nous avons dans le fond la même doctrine sociale. Et c'est ça qui nous met bien à l'aise pour travailler avec le protestant. C'est peut-être ce qui manque en d'autres églises qui n'ont pas une doctrine sociale qui les oriente. Alors, nous sommes en phase. Jamais, si vous voyez, même les différents annonces qui sont passées, ils ont soutenu les missions de la mais n'empêche qu'ils nous rappellent certains aspects aussi importants que la mission de la prophétique, qui n'a jamais été condamnée. Que se passera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez? Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse les lits d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà... Parce que le fait que beaucoup de gens
ne veulent pas aller aux élections. Nous allons travailler pour les convaincre, parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirment que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va regretter. Uniquement sur de la perception. Mais c'est fondamental, la confiance. Je parle de la perception parce que c'est un élément qui est lié à la confiance. Et nous voulons simplement accompagner, aider la CENI à ce qu'on ait davantage confiance. Nous n'avons rien, Dieu me voit. Personnellement, je n'ai rien contre le président Kadima. J'ai des grands amis, de ses collaborateurs, des frères d'ailleurs, mais là, on est sur le plan professionnel. On veut vraiment l'Église catholique, et je crois que l'Église protestante aussi dans sa doctrine, ne peut pas s'engager dans une voie pour faire du mal au pays. Je crois qu'il faut pas méconnaître cette Église pour lui prêter une intention de vouloir mettre le pays dans les chaos. Non.